Salut, c'est Mabel. Vous êtes sur ma chaîne YouTube où je fais du décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Facebook Mabel à moi. Cette semaine, nous allons parler des discours des présidents africains qui se sont bousculés à la tribune de l'ONU. Mon premier discours sera le discours du président sénégalais Macky Sall qui nous annonçait que le 2 avril 2024, il va passer la main à son successeur. Il nous promet aussi des élections libres et transparentes. Mais pour certains Sénégalais, ces élections ne seront jamais libres et transparentes si l'opposant Ousmane Sonko ne participe pas à ces élections. À dire, l'opposant Ousmane Sonko est en prison. On l'accuse de manipulation de la jeunesse et autres. Oui, autres parce que, accusé de manipulation de la jeunesse, il ne croupit pas en prison aujourd'hui parce qu'il a manipulé la jeunesse. Il croupit en prison pour d'autres accusations. Le combat politique ou la lutte politique ne doit pas finir en prison. Nous devons refuser, nous devons combattre comme nous combattons le deuxième, le troisième mandat, les coups de force politique, le fait que la lutte politique entre deux personnes du même pays finisse par le fait que l'autre envoie son frère, son camarade en prison. On espère bien. D'ici jusqu'au 2 avril, nous avons encore un peu de temps et on espère bien que le président Macky Sall va libérer Ousmane Sonko pour que ces élections soient vraiment inclusives. Laissons aux Sénégalais, à la jeunesse sénégalaise de choisir celui qu'il veut, qu'il les dirige les 5 prochaines années. Malgré l'expérience de Macky Sall, que je pense qu'il est un bon politicien, on n'est pas rentré dans le décryptage politique pour dire que tous les politiciens africains sont mauvais. S'il me faut choisir un politique africain francophone, Macky Sall serait peut-être parmi les 10 premiers que je choisirais. Venu au pouvoir par les élections libres et transparentes, rester au pouvoir par des élections libres et transparentes, on ne sait pas, mais quand même pas les élections. Et finalement qui a décidé de renoncer à un troisième mandat et de passer la main à un autre successeur. Dans la zone francophone, on n'a pas beaucoup de présidents qu'on peut donner ces attributs. Si nous allons à côté en Côte d'Ivoire, un président arrivé au pouvoir par un coup d'État, un président qui reste au pouvoir en envoyant ses opposants en prison, un président qui toilette la Constitution pour rester au pouvoir, un président qui a dit qu'il ne va plus se représenter et se représente quand même parce qu'il dit que dans ce grand pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé un seul successeur. Ça veut dire qu'il est premier, sans deuxième, sans troisième. Donc ce n'est pas vraiment dans nos habitudes, dans la zone francophone, de trouver un président qui reconnaît qu'il y aura un successeur. Seulement ce que nous demandons cette fois-ci, c'est que ces élections soient libres, transparentes, inclusives. Et on ne peut pas parler d'inclusivité sans parler du cas d'Ousmane Sonko. Mon deuxième discours, j'ai choisi le discours du président guinéen qui a parlé d'une politique pro-africaine, d'une éducation qui ressemble plus aux réalités africaines et a dénoncé les influences négatives de certaines puissances dans la vie et dans l'atmosphère des Africains. Un prince burkinabé qui a pris son temps pour expliquer les vraies relations humaines qui unissent la France et l'Afrique. Non, ce n'est pas une relation d'influence sur les réseaux sociaux, mais c'est nos grands-parents qui ont été enrôlés de force pour aller libérer la France sous domination allemande. Il a aussi expliqué que pour nous remercier, la France est venue. Oui,
elle est venue, elle nous a proposé les indépendances. Après les indépendances, la France nous a proposé le parti unique. Après le parti unique, on est venu nous parler de la démocratie. Et depuis cette démocratie, il n'y a que des morts, des gens emprisonnés, des exilés au nom de cette démocratie. Ensuite, on nous propose des relations bipartisanes, des relations spéciales entre la France et l'Afrique, la France-Afrique. Et on revient, cette fois-ci, pour ne plus parler de relations, pour nous parler d'influence. Ouais, la France a une manière de partir par la porte et de revenir par la fenêtre. Ce discours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici, la charité bien ordonnée se termine par le Togo. Pendant que le ministre des Affaires étrangères du Togo donnait un discours en français et en anglais à la tribune de l'ONU, il y avait ma chronique de carburant à Lomé. Et nos familles nous appelaient pour nous dire qu'ils sont même incapables de sortir de leur maison tellement le carburant est devenu à 2000 francs. 2 litres pour mettre dans ta moto, c'est à 4000 francs CFA. Quand on sait comment la situation économique du Togo est actuellement. C'est dans ça, avec les coupures d'électricité, ça et là, les inondations, les gens viennent juste de sortir des inondations il y a quelques semaines, que le ministre Doucet disait que le Togo n'attaquera pas un pays frère qui a été repris dans la communauté panafricaniste. Et le Togo n'attaquera pas un pays frère, mais le Togo attaque ses propres fils. C'est ça la réalité que les Togolais vivent. Économiquement, le Togo n'arrive pas à aider ses propres fils. Pas d'infrastructure. Les Togolais sont obligés de se soigner au Ghana et en Côte d'Ivoire et maintenant au Bénin parce que Talon qui vient d'arriver, les Yaïboni, ont fait plus que Fonya Singbe qui fait 20 ans de pouvoir. Ceux qui condamnent Ali Bongo, sachez que au Togo, c'est le même système. Le fils a remplacé le père. Au moins, les opposants d'Ali Bongo arrivent quand même à vivre avec lui au Gabon. Au Togo, les opposants sérieux qui sont un peu catégoriques sont tous en exil. Certains ne montrent même plus leur visage sur les écrans. Ils préfèrent envoyer des audios. Le Togo ne veut pas attaquer le Niger, un pays frère. Sachez aussi que la communauté nigérienne brasse beaucoup d'argent au Togo parce qu'ils interviennent dans l'économie togolaise par le business qu'ils font. Quand vous allez au grand marché de Lomé, il y a une grande communauté nigérienne et le port de Lomé sert beaucoup aux Nigériens car ils sont dans un pays enclavé. C'est des raisons économiques car la dictature a besoin d'argent. Le Togo, le petit Togo est tellement endetté que des fois c'est difficile d'emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. La dictature qui consomme tant d'argent pour garder ses proches à côté ne peut pas refuser le business de nos frères nigériens comme le fait les Béninois. J'aimerais vraiment dire à nos frères nigériens que si le Togo dit qu'il n'attaquera pas un pays frère, c'est un aveu panafricaniste. Mais la réalité au Togo, c'est que nous, on n'a même jamais connu l'alternance à la tête de l'État togolais. On n'a jamais goûté ça.
La CEDEAO a demandé au Togo de libérer nos frères qui ont été emprisonnés dans l'affaire de Tigre Révolution. Jusqu'à présent, le Togo ne s'est pas exécuté. De la même façon, nous avons un jeune activiste qui est souvent sur les réseaux sociaux appelé Jean-Paul Omolou, qui croupit presque bientôt 2 ans dans les prisons du dictateur Faure Gnassingbé et qui n'est toujours pas libéré jusqu'à présent. La liste de ce que nous les Togolais on reproche à ceux qui nous gouvernent est tellement long que qualifier ce régime de panafricaniste vraiment est à prendre par les pincettes. Chers frères de la communauté panafricaniste, le gouvernement togolais est tout sauf un gouvernement panafricaniste. Macron a donné une interview sur une chaîne française où il a annoncé le départ des troupes Barkhane et Takuba du Niger. Il a aussi rappelé son ambassadeur. Victoire au peuple nigérien et à la jeunesse nigérienne qui a manifesté jour et nuit devant les ambassades françaises et devant les bases françaises. Le Niger veut combattre le terrorisme avec ses forces vives comme le fait déjà le Mali et le Burkina Faso. La guerre dans le Sahel, c'est des milliers de déplacés. Quand vous voyez sur une carte africaine le Sahel, ça ressemble à une zone vaste, vide et désertique. Mais en vérité, il y a un peuple qui vit dans le Sahel depuis des millénaires. Et l'occupation préférée de ce peuple, c'est le levage transhumance. Depuis ces histoires de djihadisme, d'attaques terroristes, ces peuples sont déplacés, se retrouvent sans rien faire, créant encore plus de problèmes aux pays qui les hébergent parce qu'ils ne sont pas habitués à se sédentariser. C'est ainsi que les pays comme le Togo, les pays comme le Bénin ont vu une descente d'une partie de ces peuples jusqu'à vers la côte où ils marchent dans les champs de certains agriculteurs. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire, c'est parce que les chemins qu'ils sont habitués à utiliser, ils ne peuvent plus l'utiliser. La guerre dans le Sahel a permis aussi le trafic des êtres humains. Nous avons tous vu ces vidéos d'hommes africains qui se faisaient vendus sur des marchés à esclaves en Libye. Si ce n'est pas qu'ils sont vendus sur des marchés au Libye, ils sont capturés, gardés dans des prisons et échangés contre des rançons. Ensuite, ceux qui réussissent à traverser la Méditerranée, si ce n'est pas une mort certaine qui les attend, ils rentrent sur le continent européen dans des conditions déplorables. Donc, on ne peut que remercier les peuples des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina, de lutter pour la paix dans le Sahel. Parce que la paix dans le Sahel, c'est aussi la paix pour les pays côtiers, car le djihadisme est descendu sur les côtes. Les pays comme le Togo et le Bénin se font régulièrement attaquer et connaissent maintenant des centaines de morts. Le djihadisme a permis aussi de développer d'autres marchés, le marché des armes, le marché des trafics d'organes qui sont une honte pour nos pays. Voilà ce que le départ de Barkhane, le départ de Takuba peut permettre enfin que les pays luttent contre les vrais maux que sont les trafics humains, le déplacement de la population qui conduisent à la misère des peuples. Il a la chance de prendre une vieille voiture qui a déjà 3 roues. Moi, ma vieille voiture est 100 roues. Parité oblige, je me suis débrouillée pour trouver une roue qui a permis de stabiliser un peu ma voiture
Il a aussi parlé du fait que les gens qui ont les vieilles voitures doivent prendre la voiture électrique qui est la Tesla. Pour rappeler au président Macron, la Tesla n'est pas la meilleure voiture électrique. Malgré que Tesla a commencé en tant que compagnie allemande et a été rachetée par Elon Musk, qui a finalement trouvé les financements nécessaires pour faire sortir la voiture électrique. Les meilleures voitures électriques sont allemandes. Sachant aussi que l'Allemagne ayant colonisé la France de 1940 à 1944 et même frappant la monnaie française, on comprend qu'un président français ne serait pas confortable à dire que les voitures allemandes, les voitures électriques allemandes sont les meilleures sur le marché. Au même moment, il nous parle des voitures hybrides, qu'on dit en français hybrides. Les meilleures voitures hybrides sont les japonaises et la meilleure voiture hybride de 2023 est la Nissan. Donc, comme toujours, l'équipe de communication du président Macron ne fait pas des recherches poussées avant de le mettre devant les caméras. Nous avons aussi remarqué que pendant sa visite aux États-Unis, il est parti faire une interview en anglais. Où il l'aurait fait en français, on aurait trouvé un traducteur qui avait l'accent américain qui allait traduire son interview en anglais. On l'a mis devant les caméras en anglais et son accent français a fait que l'interview a raté. Quand je dis raté, ça n'a pas eu l'ampleur et l'effervescence qu'on s'attendait. Donc, c'est ce qui arrive quand des fois on est en fin de mandat. On se dit, on est au deuxième mandat, on va bientôt partir et on fait ce qu'on peut de jour en jour jusqu'à son départ. Le président Macron a encore 4 années à faire à la tête de la France et pour le moment, ces 4 années